Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu. Je vous présente un petit peu le type de recherche qui sont faites au sein des différentes unités qui participent à l'Institut Carnot-Qualiment. Volontairement, je n'ai pas mis de nom d'unité comme ça. Voilà. D'abord, je vais vous présenter quels sont les objectifs purement consacrés à la perception sensorielle et comportement du consommateur. Les objectifs sont de fournir des connaissances pour concevoir de manière rationnelle les aliments satisfaisant différents profils de consommateurs, tout en permettant à tous d'avoir un régime alimentaire sain. Vous voyez qu'on fait le lien avec la nutrition. Comprendre le développement et la dynamique des préférences et des comportements alimentaires, établir des liens entre plaisir alimentaire et prise alimentaire, comprendre et expliquer les mécanismes cognitifs, conscients et non conscients, impliqués dans les situations de choix alimentaires et développer des méthodes et outils innovants pour l'analyse sensorielle et l'étude des préférences et du comportement alimentaire. Pour ceci, on a donc des expertises au sein de l'Institut Carnot-Qualiment. Donc là, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, donc des expertises en physiologie orale, physiologie sensorielle, études psychophysiques, mesures hédoniques, éthologie, des mesures de prise alimentaire en situation expérimentale, psychologie cognitive, psychologie expérimentale, psychologie sociale, sensométrie, biophysique, analyse sensorielle, avec développement de méthodes et de logiciels. Vous avez vu 2 exemples ce matin, et base de données, méta-analyse. Donc de toute façon, vous aurez les diapositives. Et donc j'ai mis en quelques exemples de réalisation, c'est un flash très rapide. Donc, par exemple, on a travaillé sur la formation du goût et du comportement chez les enfants avec un programme AMNR et un programme européen, des préférences au sel, gras, sucre dans différentes populations, le développement de marqueurs de la perception sensorielle pour des analyses de cohortes de population, donc des phénotypages des individus vis-à-vis de l'hédonicité au gras, sucre, sel. Donc vous avez vu un exemple de méthode DTS, dominance temporelle des sensations, et logiciel TimeSense, dont je ne reviens pas. Et donc ces approches sur la perception peuvent être utilisées dans des démarches de reformulation d'aliments, par exemple la teneur réduite en sel, gras, sucre, pour allier recommandations nutritionnelles et acceptabilité par le consommateur. Ça faisait partie d'un flash au niveau des axes de Qualiment. Donc au niveau du produit, par exemple, on va chercher à comprendre l'influence de la structure de la matrice sur la libération du sel, du gras, du sucre et des arômes pendant la consommation. Donc on travaille sur les interactions produits-sujets en identifiant les interactions entre aliments, la libération des arômes, l'impact de la salive et des muqueuses buccales en fonction du produit et de l'individu. Donc on a aussi des démarches au niveau cognitif pour comprendre les interactions multiples au niveau cognitif entre gras, sel, sucre, arômes et textures. Au niveau du consommateur, donc là j'ai vu comprendre les préférences, et donc au niveau nutritionnel, essayer d'optimiser les effets santé. Donc dans cette partie, donc on a des expertises au niveau des différentes unités sur les interactions moléculaires qui se passent soit au niveau de l'aliment, soit en bouche avec la salive, des expertises en physiologie orale, en libération des molécules de la flaveur avec des approches in vivo sur l'homme in vitro, des expertises sur la perception de la flaveur, les interactions perceptives, la compréhension des mécanismes de dégradation des aliments en bouche et dans la partie haute du type digestif. C'est des expertises assez, au niveau des chercheurs de l'Institut Carnot-Qualiment, donc avec des approches in vivo et in vitro avec des simulateurs, à la fois de la partie, vous avez vu un exemple dans les visites de digesteurs du tube digestif, on a aussi des exemples de simulateurs de mastication. Ensuite, des expertises en modélisation de ces cinétiques de libération des composés cibles, soit stimuli sensoriels et stimuli nutritionnels, et avec modélisation des procédés en relation avec la qualité des aliments, réfrigération, séchage, maturation. Vous avez eu des exemples lors des visites. Et on étudie aussi les effets santé, impact métabolique. Comme exemple de réalisation, donc on a des projets qui travaillent sur la formulation d'aliments répondant aux critères nutritionnels avec une bonne acceptabilité sensorielle. Vous aurez des exemples tout à l'heure. Modélisation de la dynamique de libération des arômes en conditions de mastication. Donc aussi sur la variabilité interindividuelle, on essaie d'expliquer cette variabilité, l'influence de cette variabilité dans les dynamiques de libération des molécules de la flaveur par des paramètres physiologiques. Donc des approches de formulation pour augmenter la perception salée ou la perception du gras par ajout de molécules odorantes congruentes. Et aussi augmentation de la perception du salé par une distribution hétérogène du sel.
Voilà. Donc ça, c'est pour des grandes généralités, un petit peu pour vous montrer un petit peu l'offre qu'on a au niveau de l'Institut Carnot-Caliment. Donc là, il faut que je cherche où c'est. Je vais vous faire... je ne sais pas où on trouve les autres... attends. Ça doit être celle-là. Oui, quand même, on m'a changé ma diapo de titre. Voilà. Donc maintenant, je vais peut-être appeler Henri Niguet là, pour... on va vous présenter donc un exemple de travail donc sur la flaveur du caramel, impact de la fraction volatile odorante, de la fraction non volatile sur la perception. Donc ce travail a été fait en collaboration donc, avec le CSGA, auquel je fais partie. Et donc au niveau de CSGA, c'est moi pour la partie analytique, et Catherine Dacremont, Gaëlle Visionnet pour la partie plutôt sensorielle, en collaboration avec la société Niguet, qui est représentée ici par M. Henri Niguet. Ça fait l'objet d'un master de recherche suivi d'une thèse CIFRE de Lauriane Paravisini. Donc, les objectifs, quelle était la problématique? Vous savez, les caramels aromatiques sont utilisés dans un grand nombre de préparations alimentaires, des crèmes glacées, des produits laitiers, des plats préparés, des soupes et des sauces. Donc, caramel aromatique, vous avez différents types, du caramel blond, standard, corsé, jusqu'à des burnt sugar qui sont à la fois caramel aromatique et colorant. Donc, on s'est intéressé au caramel aromatique. Quels étaient les objectifs de l'industriel quand il est venu nous voir? Donc, c'était mieux comprendre la flaveur, arôme et saveur du caramel afin d'optimiser son utilisation dans ses préparations. Donc là-dessus, au niveau chercheur, nous avons défini notre question de recherche qui était qu'il y avait un besoin d'identifier les molécules odorantes présentes, puisqu'il n'y avait rien dans la littérature ou très peu de choses, et déterminer surtout leur rôle respectif dans la flaveur du caramel. Donc on a choisi des caramels fabriqués par la société Niguet. Donc il y a une analyse sensorielle qui a été faite des caramels au sein de la société. Et vous voyez donc ici, voilà. Donc on avait choisi 4 caramels, un standard, un corsé, de burnt sugar. Et vous voyez au niveau des profils que quand vous allez du standard qui a des notes plus miel, fruité, jusqu'au caramel burnt sugar, donc vous avez une augmentation des notes grillées, corsées et une diminution des notes fruitées. Donc la question scientifique était quelles sont les molécules responsables de ces notes odorantes et quel est leur impact sur la typicité du caramel. Pour ce faire, nous avons identifié les molécules odorantes du caramel par une approche assez classique, avec une méthode d'extraction-distillation, une analyse classique en chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Donc vous avez donc une émulsion des différentes molécules, identification par spectrométrie de masse et donc en parallèle une détection par le nez qui permet d'associer des odeurs à des molécules. Donc en fin de compte, on a trouvé avec une injection de caramel 67 zones odorantes. Une zone odorante est montrée parce que la personne a senti une odeur, différentes odeurs. Vous avez par exemple une zone odorante vert végétal. Et donc vous voyez que certaines zones odorantes ont pu être associées à des molécules. Par exemple, le caramel a été associé au maltol, l'amande au 5-méthylsulfural. Au total, 31 zones ont été associées à une molécule, 9 zones ont été associées à un mélange de molécules, 6 à une molécule inconnue, donc on a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est, et 30 n'avaient aucun signal. Donc il y avait une nécessité d'utiliser une analyse complémentaire, c'est-à-dire qu'on a utilisé la chromatographie bidimensionnelle avec l'utilisation d'une autre colonne pour poursuivre l'identification. Donc je vais vous présenter brièvement un exemple. Donc, vous avez ce premier chromatogramme, et donc avec un système de switch, qu'on appelle système Hurd-Cut, on peut passer certaines fractions du chromatogramme sur une deuxième colonne, que je vous matérialise ici avec un seul exemple. Donc par exemple, la note champignon correspond à une coalition de plusieurs composés. Donc on a un mélange et on n'était pas capable de savoir qui était qui. Et donc en passant sur la deuxième colonne, qui est une phase de polarité différente, on s'aperçoit que dans cette zone, il y a encore énormément de composés, dont un présenté à petite quantité qui a l'odeur de champignon, l'octène 3-on, un autre qui a une odeur de pain, pomme de terre cuite, et d'autres composés qui n'ont pas d'odeur. Bon, voilà un exemple. Donc avec cette
outil analytique, on a été capable d'identifier un grand nombre de molécules, 63 après une seule dimension, donc des hétérocycles oxygénés, acide carboxylique, cétone, alcool, enfin, etc. Et donc 29 molécules complémentaires grâce à la deuxième dimension. Donc ça nous a permis d'avoir 54 composés associés à une des 76 zones odorantes, donc on a progressé par rapport aux 31 molécules sur la première dimension. Voilà, donc ici je vous montre un petit peu, on est parti de 4 caramels ABCD qui avaient des descripteurs odorants différents par analyse sensorielle, donc miel pour les caramels standards, et puis c'est grillé pour les brown sugar. Avec l'analyse GC olfactométrie, on a tout un différents descripteurs. Et ce qu'on s'aperçoit, en orange, vous avez les endroits où on a senti le caramel, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même peu de molécules. Enfin, il y a des molécules qui sentent le caramel, mais il y a beaucoup d'autres molécules. Donc avec la première dimension, on a pu identifier 4 molécules avec des odeurs de caramel, dont le maltol. Et donc avec la deuxième dimension, on a identifié 3 autres molécules qui ont vraiment l'odeur caramel. Par contre, vous voyez qu'il y a énormément d'autres odeurs qui sont présentes dans le caramel et qui ne sentent pas le caramel. Donc la question était comment ces différentes notes odorantes contribuent à la typicité du caramel. Donc pour ça, on a utilisé une stratégie de recombinaison d'odeurs. Donc à partir d'un caramel, nos 76 zones odorantes. Donc, je vous rappelle, une zone odorante est repérée par un indice de rétention en sortie de colonne, une description qui donne une qualité, plus une fréquence de détection qui donne une intensité. Les démarches classiques sont basées sur l'intensité, donc avec l'hypothèse que plus l'intensité est élevée, plus l'impact est élevé. Nous avons utilisé une démarche alternative basée sur la qualité, c'est-à-dire que la qualité odorante impacte également la typicité d'odeur. Donc, je vais aller assez vite là. Donc, nos 76 odorantes, vous avez vu qu'il y avait différents descripteurs. Au total, nous avions 300 attributs et nous avons utilisé une démarche de la roue des flaveurs pour répartir ces 300 attributs dans 40 catégories et in fine, on les a répartis dans 8 catégories principales: caramel, grillé, fruité, végétal, floral, fruits secs, animal et piquant. Et donc on a utilisé ces différentes catégories pour faire une approche de combinaison d'odeurs pour voir comment ces notes qui ne sont pas caramel contribuent à la typicité du produit. Donc voilà nos différentes notes. Alors je suis désolée parce que j'ai repris une présentation qui était en anglais et il y a des choses que je n'ai pas pu traduire. Donc nos 8 catégories. Et donc pour faire ces catégories, on a utilisé les molécules qu'on avait identifiées. Et donc on a trouvé 21 molécules disponibles en food grade. Et donc on a réparti dans ces 8 catégories pour faire des pôles. Donc, je ne vous détaille pas la liste des... Par exemple, pour piquant, il y avait 2 acides. Pour caramel, il y avait 5 molécules. Et donc, tous ces mélanges ont été évalués sur leur qualité odorante, c'est-à-dire qu'on a évalué que ce mélange de 5 molécules dans la proportion sentait le caramel, etc. Et donc, avec une iso-intensité. À partir de ces 8 mélanges de qualité définie, on a reconstitué ce qu'on appelle un mélange complet, donc avec des proportions sur la base des données quantitatives qu'on avait obtenues par ailleurs. Et donc, on a évalué que ce mélange complet avait une typicité proche de celle du caramel de départ. Pour la recombinaison d'odeurs, à partir de ces notes simples et puis de ce mélange, on a étudié 2 approches. Une approche sur des tests d'omission, c'est-à-dire que dans ce mélange complet, on a omis une des différentes notes. Et donc la deuxième approche, c'est une approche d'addition, parce que vous vous rappelez, nous avons un mélange qui est vraiment caramel, plus d'autres. Donc on ajoute chacune de ces notes au caramel. Donc je vous présente vite fait les résultats sur cette approche qui est assez originale. Donc là, c'est une note de la typicité du caramel qu'on a demandé au juge. Donc là, vous avez le mélange complet qui a une certaine note de typicité. Et donc dans les tests d'omission, on retire une des molécules. Alors, par exemple, quand vous retirez, non pas une molécule, un mélange odorant. Quand vous retirez le mélange odorant animal, vous avez la typicité qui augmente, c'est-à-dire que vous avez un impact négatif de la note animale sur ce mélange. À l'opposé,
Quand vous avez donc le mélange acide ou le mélange fruits secs, si vous les retirez, vous avez la typicité qui diminue, c'est-à-dire vous avez un impact positif de ces notes dans le mélange. Donc l'approche d'addition, c'est dans l'autre sens. Donc vous avez donc votre caramel et vous ajoutez les notes pour voir la typicité. Et donc quand on ajoute la note animale ou la note végétale, vous avez la typicité diminue, ça veut dire que vous avez un impact négatif de ces notes, les autres notes n'ayant pas d'impact positif. Donc, donc ces deux approches, ça permet, en confrontant les deux approches, on s'aperçoit que pour la note animale, on a un impact négatif par les deux types de tests, c'est-à-dire que cette note, les molécules sont présentes dans l'arôme de caramel, mais donc ça a un impact négatif dans le mélange. Donc ça vient un peu peut-être de la molécule qu'on a utilisée, qui donnait quelque chose qui n'était pas trop associé au caramel. Par contre, nous avons trouvé deux notes qui ont un impact positif par les tests d'omission, la note piquant et fruits secs, mais pas d'impact par l'approche test d'addition, ce qui veut dire que la présence d'autres pôles odorants dans le mélange va créer des interactions perceptives qui permettent d'avoir à ces deux notes un impact positif. Donc je ne vais pas aller plus loin dans les résultats. Ceci pour vous montrer que cette étude a permis, en utilisant la chromatographie bidimensionnelle, d'identifier de nouvelles molécules odorantes du caramel, de différentes classes chimiques, acide carboxylique, aldéhyde, composé hétérocycle oxygéné, cétone, composé carboxylique, qu'il y a des composés à odeur caramel, mais il y a de nombreux composés qui ont des autres notes odorantes différentes du caramel. Et donc, avec la stratégie de recombinaison d'odeurs basée sur la qualité odorante, on a permis de comprendre à quoi était due la typicité caramel. Et donc, elle est due à une balance aromatique complexe entre la note caramel, des notes piquants, fruits secs, fruités et végétales. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Niguet. Alors, je retrouve la présentation. Voilà, je pense que c'est ça. Merci, bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter plutôt le contexte dans lequel nous avons été amenés à apporter ce sujet de thèse à Elisabeth Guichard et à Catherine Acremont, donc à Dijon. Donc la société Niguet est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de caramels aromatiques, de burnt sugar, de caramels colorants et de spécialités, donc sous forme liquide essentiellement, mais également sous forme de poudre ou d'éclat. La société Niguet a été créée en 1855. On fête nos 160 ans cette année. Vous voyez quelques chiffres concernant les chiffres d'affaires et le tonnage. Nous avons plus de 350 références et nous sommes plus de 150 personnes à Feurs sur notre site unique de Feurs. Alors, on a été amené à faire de la recherche progressivement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études à Lyon en chimie et de faire une thèse dans la chimie des sucres sur l'hydroxyméthylfurfural, pas sur le caramel, mais presque. Et donc, c'est l'intérêt d'avoir une entreprise familiale et donc de pouvoir faire des études en fonction du travail qu'on va faire plus tard dans l'entreprise familiale. Alors, une des premiers stages qui a été fait, le premier contact qu'on a eu avec Dijon, l'ENSBANA, c'était le stage de Marie-Hélène Telly en 1985 sur une recherche sur les composants aromatiques du caramel, la mise au point d'une méthode d'extraction et d'analyse chromatographique, sous la direction de Madame André Voilet. Entre 87 et 90, a été soutenue une thèse avec l'école de chimie de Lyon pour l'analyse des molécules aromatiques du caramel jusqu'à la synthèse et la valorisation du 5-hydroxyméthylfurfural ou HMF, donc sous la direction de M. Descotes à Lyon. Donc là, c'était une thèse chimique, plutôt orientée synthèse, mais avec en parallèle des identifications d'une trentaine de molécules et une publication qui a permis d'identifier une trentaine de molécules aromatiques du caramel, donc ce que Elisabeth Guichard vous a présenté avec quasiment une centaine, enfin 80-100 molécules identifiées, a permis de montrer, encore une fois, la complexité de la chimie du caramel.
Plus récemment, entre 87 et 2000, nous avons à nouveau fait une thèse avec André Voilet à l'ENSPANA, la thèse de Valérie Ratsimba, donc sur la contribution à l'étude analytique, microbiologique et sensorielle des dianhydrides de fructose, composant essentiel de la fraction non volatile du caramel. Alors, petite histoire par rapport à ça, on s'est lancé, nous, on a créé un laboratoire de recherche en 1976 et on a investi dans de la chromatographie en phase gazeuse pour doser les sucres, ce qui paraissait un peu aberrant pour les sucres qui ne sont pas volatiles, mais sous forme de dérivés triméthylsilylés, on voit beaucoup de choses et ça permet de bien séparer certains sucres, notamment certains disaccharides qu'on connaissait donc depuis ces années-là, depuis qu'on faisait de la chromatogase, mais on ne savait pas ce que c'était. Et un jour, le labo de chimie des glucides de Grenoble nous a contactés pour demander des échantillons. Et ils travaillaient sur les dianhydrides de fructose par synthèse de chimie organique. Et donc, on leur envoyait du caramel. Ils voulaient procéder par élimination en se disant, bon, on va regarder le caramel, ça doit être un mélange infâme, donc il ne doit pas y en avoir, et on va regarder. Et en fait, ce n'est pas des ppm, mais c'est des pourcents de ces molécules-là qui ont été trouvées et qui correspondaient effectivement aux disaccharides dont je vous parlais, qu'on voyait par chromatogase, mais qu'on n'avait pas encore identifié comme étant ces dianhydrides de fructose. Donc ça a été une découverte importante pour nous. Jacques Defaille, le professeur du labo de chimie des glucides de Grenoble, nous a incité à lancer une thèse là-dessus. C'était notre première thèse sur une bourse CIFRE. Et on l'a faite avec André Voilet, parce qu'il y avait l'aspect à la fois chimie alimentaire, microbiologie, analyse sensorielle. Et c'était une thèse très très intéressante qui a montré notamment que ces dianhydrides de fructose forment une espèce de coquille d'huître. C'est pas les cyclodextrines qui font un anneau avec une cavité hydrophobe à l'intérieur qui retient les molécules, mais une espèce de coquille d'huître qui arrive à faire des interactions avec certaines molécules. Par exemple, il était montré qu'il y avait une interaction assez forte entre le maltol et les dianhydrides de fructose par des tests physico-chimiques simples. Donc ça nous a permis de montrer l'importance de ces molécules plus lourdes, et notamment de ces dianhydrides de fructose, dans la perception du caramel, et le rôle du caramel dans certains produits alimentaires, comme par exemple des arômes, puisque le caramel est un très très bon support d'arômes, puisqu'il permet de retenir les arômes et de les relarguer progressivement. Nous avons fait une autre thèse plus en génie industriel alimentaire dans les années 2006 à 2010 sur l'étude et la conception d'un système de cuisson caramel en continu avec AgroParisTech, avec Madame Dumoulin et Madame Lameloise. Et plus récemment, donc, nous avons eu une problématique bien précise sur l'analyse de certains composés réglementés, certains imidazoles, donc le 4-méthylimidazole, et le THI, le THI, tétrahydroxybutyl imidazole, qui est réglementé, mais à l'époque où la réglementation a été faite, il n'y avait pas vraiment de méthode d'analyse adaptée pour le doser, puisque la réglementation a été établie à 25 ppm par exemple pour le THI, puis à 10 ppm. Et donc, comme en plusieurs années, il n'y a pas eu de développement et de nouvelles méthodes qui est arrivée, on a pris le taureau par les cornes et je suis allé voir le labo de chimie analytique de l'université Claude Bernard, que je connaissais puisqu'il était voisin du labo où j'avais fait moi-même ma thèse, et j'aurais proposé la problématique. Donc il y a eu d'abord un stage de maîtrise, puis une thèse de 3 ans qui a permis de développer une nouvelle méthode d'analyse de ces molécules-là, et par le développement et la validation de nouvelles méthodes basées sur la chromatographie liquide en phase liquide bidimensionnelle avec hard cutting. Et cette thèse a été vraiment très très intéressante, nous a permis de développer ces méthodes d'analyse en routine et de développer donc de nouveaux caramels pour être conformes ou approcher la conformité de la réglementation européenne. Alors ensuite, nous avons eu d'abord des stages de master en même temps avec Lauriane Paravisini, qui a ensuite fait sa thèse sur l'identification des composés d'arômes.
et Mélina Collard également, avec la réalisation de profils sensoriels sur des caramels liquides, toujours en partenariat avec AgroSup Dijon. Donc ceci a été l'ouverture en fait vers la thèse de Lauriane Paravisini, dont Elisabeth Guichard vous a fait un résumé, mais c'est un petit résumé parce qu'il y a eu un travail énorme de fait, et je pense que Madame Guichard vous a bien présenté la complexité de la chimie du caramel avec des molécules qui sentent le champignon ou des odeurs animales, qui peuvent, mais pourtant c'est cet ensemble de centaines ou de milliers de molécules qui sont présentes dans le caramel, avec des seuils de détection qui peuvent être très variables. L'HMF par exemple est présent en quantité importante, mais il apporte une note essentiellement amère, il ne concourt pas beaucoup à l'arôme, et il y a certaines molécules qui ont des seuils de détection de quelques ppm ou ppb. Donc même après ce énorme travail de thèse, la chimie et la compréhension complète du goût du caramel est loin encore d'être connue. Il y a encore beaucoup de travail. Voilà donc la thèse de Lauriane Paravisini. Et en parallèle, nous avons lancé un travail de recherche avec le Centre de recherche sur les macromolécules végétales, parce que je vous ai parlé de la thèse de Valérie Ratsimba sur les dianhydrides de fructose, qui jouent un rôle important sur la rétention des petites molécules aromatiques, mais il y a également des grosses molécules issues de la condensation de molécules de sucre ou d'autres de molécules aromatiques les unes sur les autres pour faire des oligosaccharides ou des plus grosses molécules qu'on appelle souvent dans la chimie de la réaction de Maillard des mélanoïdines, plutôt pour cacher notre ignorance sur la structure de ces molécules. Et donc nous avons lancé un travail de recherche exploratoire au niveau du CERMAV pour essayer de mieux connaître ces grosses molécules qui ont un rôle important dans la chimie du caramel, ne serait-ce que pour la couleur, puisque les molécules colorées du caramel sont des grosses molécules, mais leur chimie est très peu connue. Nous avons également initié un travail de recherche avec la société NELF, Dr Francis Bornet, sur les effets prébiotiques des dianhydrides de fructose de caramel, qui malheureusement n'ont pas donné les résultats escomptés. Voilà. En conclusion, nous avons fait 4 thèses CIFRE, donc 3 ont été soutenues. Malheureusement, il y a une thèse qui n'est pas allée au bout. Donc la conclusion pour moi, et j'espère qu'elle va bien dans ce contexte des entretiens de Carnot Caliment, c'est qu'une PME peut se doter d'une véritable politique de recherche en faisant des partenariats avec des organismes publics de recherche. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'être là et de partager avec vous, les chercheurs, l'INRA et autres organismes de recherche. Et cette recherche est à la portée des PME, notamment grâce au crédit d'impôt recherche, d'une part, et les bourses CIFRE. Je suis un très fort promoteur des bourses CIFRE, puisque c'est une convention tripartite entre un étudiant, un chercheur et une entreprise, et dont on a beaucoup bénéficié et qui nous a permis de mieux nous faire nous développer et mieux être... c'est quelque chose qui est très très bien perçu par nos clients, donc la politique de recherche est importante pour le développement de notre entreprise. Et en conclusion aussi, je dirais que la recherche est dans notre politique de développement durable, puisqu'on a entamé, voici quelques années, une démarche de développement durable, et même si ce n'est pas dans la norme ISO 26000, pour nous, la recherche fait partie du développement durable et concourt au développement de l'entreprise. Voilà, merci.